pour ne pas perdre de temps, je vais tout de suite demander donc à Madame Irene De Gutti et à Madame Maria Paola Maino. Vous venez ensemble ou bien vous vous succédez? Vous vous succédez, d'accord. Donc nous commençons par vous, Madame. Madame Maino. Alors, j'ai des curriculum vitae sous les yeux, vous imaginez, mais la carrière de nos deux oratrices sont tellement riches que je me permettrai de ne pointer qu'un élément qui me semble absolument essentiel et qui me permet de présenter d'ailleurs les deux personnes en même temps, donc Maria Paola Maino et Irene De Guttri. C'est le fait qu'elles ont fondé en 1987 le Centre de documentation sur l'archivi degli arti applicate italiane del Novecento du XXe siècle. Voilà. Ce qui est évidemment fondamental, si je pointe cet élément-là, si vous voulez, c'est que c'est vraiment fondamental, car une fois de plus, pour qu'un domaine émerge, pour qu'un domaine soit étudié, il faut construire les archives, construire les collections. Et là, Madame Maino et Madame De Guttri ont fait un travail absolument phénoménal, qui se traduit ensuite en publications, en expositions absolument innombrables. Notons peut-être aussi que Madame Maino a aussi une expérience dans le cinéma, puisqu'elle a contribué à des costumes, à des scènes, à des mises en scène dans un certain nombre de films. Donc des carrières très très riches et une spécialisation sur les arts décoratifs qui les ont amenés bien sûr à contribuer à cette exposition qui a quand même un caractère exceptionnel, car nous n'avions pas vu d'exposition d'art appliqué, dirons-nous, italien en France. C'est encore une nouveauté. Donc, nous vous écoutons. Merci. Va bene. Allora, je voudrais vous parler d'un point de vue géographique et anthropologique. Comme on a déjà dit, le pays était unifié depuis peu et donc il y a différentes réalités régionales avec de différentes traditions. Et ceci aussi du point de vue artistique, évidemment. Dans le nord de l'Italie, il y a l'industriel qui est déjà instauré, déjà assez développé. Comme en Angleterre, on sait que depuis les années 60 a été fondée la société. Du premier artiste qui fonde une industrie, un magasin et organise un commerce de ses manufactures, idée par lui-même, pour l'époque, est une transgression très puissante par rapport à la figure de l'artiste. Le premier qui a fait ceci en Italie, Morris, en Angleterre, est né dans les années 30. Dans le nord de l'Italie, un événement du genre se produit seulement avec Bugatti, qui naît 20 ans plus tard. Il s'agit d'un architecte, un designer, un inventeur d'instruments musicaux, de vélos. Il vient d'une famille d'artisans et l'un d'entre eux était à la recherche du mode perpétuel. Et puis son père était un grand inventeur des automobiles. Le fils était un inventeur des voitures Bugatti, et donc il inventera de nombreuses choses, même la pergamène qui s'applique aux meubles. Il assemble différents morceaux ensemble, différentes pièces ensemble, donc il construit des pièces préconfectionnées qu'il assemble donc dans de différents modèles. C'est un industriel donc très avancé. En 1888, Debussy amène les divisionnistes à Londres, et dans cette organisation, il y a aussi Carlo Bugatti, donc, dont
On lui demande d'organiser toutes les ventes de Bugatti à Londres à l'époque avec les ordres à distance. Donc il avait une puissance de production énorme. Étant un artisan à l'origine, déjà en 1888. Et Debussy lui-même avait une grande collection de ces objets. Mais dans la même période, ces dépendants, ces employés, disons, cet objet fait partie du mobilier que Bugatti a réalisé pour sa sœur et le mari de la sœur, donc, et qui ont été dessinés aussi par Segantini. Un certain artiste du nom Casati commence à copier Bugatti, vraiment en le copiant à la lettre. Il avait déjà breveté ses meubles, heureusement. Il avait déjà demandé des licences pour ses meubles et donc à un certain moment, il cède. Vous voyez ici, par exemple, les meubles couverts de droits d'auteur de Bugatti. Ça, c'est un des ateliers de Bugatti, je pense, dans les années 80 du 19e siècle. Et il n'a jamais arrêté de peindre. Donc, vous voyez, il y a aussi des peintures, des cadres dans son studio. Il a fait de nombreux portraits des membres de sa famille de façon très anticonformiste. Donc, il cède le brevet de certains de ses modèles à la fabrique Meroni et Fossati del Lissone, qui les produit à Paris et les revend à Paris. Donc, c'est une production probablement exclusivement pour l'étranger, à rue de la Charonne, en les appelant meubles et chaises mauresques. Bugatti est donc un artiste qui devient très industriel. Et d'ailleurs, Gino Dolfras, qui est un grand commentateur du design, commente en disant que le manque de fonctionnalité de ses idées nous démontre comment sa véritable vocation était l'art. Mais regardez ce que fait Bugatti pour réussir à vendre. Il met il implante dans ses meubles des œuvres de Musha que Musha produisait lui-même et les revendait librement. Et donc, Bugatti, ce que Bugatti veut réellement faire, c'est séduire son public, évidemment, et vendre, outre être un artiste. Et donc, cette production industrielle, comme un peu riche de contrefaction est typique du Nord. Il a réussi à faire cela simplement parce qu'il était du Nord, il était milanais. Disons qu'à Rome, par contre, il y avait, à Rome était concentré tout le pouvoir politique, et donc il n'était pas possible d'installer des fabriques, car il y avait la terreur des mouvements populaires. Donc après la mort du roi Umberto, l'Italie est un continu de conflits, de révolutions populaires. Il y a des dizaines de paysans qui meurent, d'ouvriers, des dizaines de personnes mortes continuellement, et le pouvoir politique est absolument incapable de répondre aux requêtes du peuple. Donc à Rome, il n'y a pas de fabrique, il n'y a pas d'instrumentalisation. Le pouvoir politique suit aussi l'œuvre des artistes présents à Rome, comme Campellotti par exemple,
Et voici l'affiche pour la revue socialiste intitulée « Devenir social ». Et il s'occupe de l'œuvre des artistes pas seulement de Rome, mais d'autres divisionnistes et beaucoup de peintres aussi. Mais évidemment, à Rome, il est particulièrement actif. Campellotti se déplace à pied dans les campagnes autour de Rome, où tout est resté exactement comme dans le Moyen-Âge. Et un groupe de médecins qui étudiaient la malaria, d'anthropologues, d'écrivains, de philosophes, etc. Disons, un groupe de jeunes intellectuels très avancés qui voulaient intervenir de quelque façon sur le destin des populations italiennes. Et ils rencontrent une communauté de paysans malades de malaria, mais ils ne peuvent pas les traiter, car ceux-ci étaient complètement analphabètes et donc ils n'arrivaient même pas à reconnaître les numéros. Le nombre de fois qu'ils devraient prendre des médicaments. Donc il était impossible de leur prescrire des traitements. Et donc ce Campellotti se déplace à pied dans les campagnes afin d'alphabétiser ces populations avec des tableaux portables sur ses épaules. Et donc c'était une espèce d'apôtre laïque, comme on dit à Rome, qui réussit à réaliser beaucoup de choses. À l'époque, on a un maire socialiste assez illuminé qui de quelque façon les protège et favorise leur travail. Et ceux-ci réussissent à vaincre un espace dans la première expo en 1911 à Rome, et puis ensuite dans d'autres villes de l'Italie aussi, mais surtout à Rome. Lorsque Campellotti réussit à alphabétiser, entre en contact avec ces paysans qu'il essayait d'alphabétiser, il construit une baraque. Voici l'affiche qui promouvoit l'expo de 1911. Alors ceci donc, voilà. Il construit une cabane, une baraque des pasteurs en Normandie, et il le construit ensemble avec eux. Et à l'intérieur de ce pavillon assez grand, il y a les œuvres de Campellotti, justement, avec tous les animaux de la campagne romaine. Balla, che è uno di loro, anche se Balla a quel punto Balla, si sta qui est un de ces groupes illuminés, qui est déjà en train de se tourner vers le futurisme, mais il ne l'est pas encore. Et puis il y a un grand portrait fait par Balla de Lev Tolstoï. Il avait été le premier à enseigner gratuitement aux paysans au XIXe siècle. Donc Balla et Campellotti s'inspiraient justement à Tolstoï, qui avait été le premier à faire ce genre de choses. Ceci fait partie de la collection de Cigna maintenant, et c'est une œuvre très intéressante, très grande. À l'intérieur de cette cabane, il y avait donc les cadres de Balla, les céramiques des amis de Campellotti, les œuvres de Campellotti, des choses réalisées par ces paysans. Et donc tout était en vente afin d'éventuellement pouvoir construire une école faite en briques, ce qui réussira en 1914. Et toutes les écoles rurales dirigées par ce Campellotti, avec les écoles humanitaires, seront maintenues avec des meubles dessinés par Marcucci jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il y aura un réseau d'écoles rurales qui se développera dans toute l'Italie, sur le territoire entier de l'Italie.
Donc il s'agit d'une cabane qui met ensemble les productions artisanes paysannes avec celle de l'artiste et offre un développement évolutif et marque aussi d'une certaine façon l'évolution artistique de l'Italie. Et Maria Montessori aussi, qui est très active politiquement et se trouve à Rome dans l'époque et est très proche à ce groupe d'artistes, en 1907 arrive à ouvrir un quartier très populaire à Rome avec une première école primaire, une école maternelle pour les enfants. Donc la première école Montessori avec une pédagogie révolutionnaire pour l'époque. Donc voici ce qui se passe à Rome au début du siècle. Donc la Montessori, l'école Montessori ouvre en 1907 et tout ceci est un peu la suite de ces événements. Voici une feuille de lecture réalisée par Campellotti pour essayer d'enseigner la lecture. Allora, l'isola della Sicilia è abitata dalla Sur l'île de Sicile, par contre, qui est habitée par les aristocrates, ainsi que par 90% d'alphabètes, tout le monde sait encore aujourd'hui que ce qui a fait naître à la fin du XIXe siècle un événement pervasif artistique qui est fait de la rencontre de trois artistes, un typiquement artiste, l'autre typiquement industriel, et le troisième avec un esprit d'entrepreneur. Ce dernier marié avec Franca Floria. Ici, son portrait a été réalisé par Boldini. C'est une des familles les plus riches d'Italie. Ils ont fait leur argent avec l'exportation. Par navire, etc. Cette Madame Franca Floria s'habillait dans les magasins les plus chers de Paris, avec la bijouterie la plus chère de Paris, etc. Et donc elle voyageait avec toutes ses servantes. Donc voici les acteurs les plus riches qui ont influencé de quelque façon la scène italienne. En même temps, il y a un fils de bourgeois sur l'île qui s'appelle Ernesto Basile, qui est destiné à devenir un des architectes les plus fameux en Italie. Et il construira aussi le Parlement à Rome. À Palermo, on a aussi la naissance de Vittorio Ducro, dont la mère était enceinte en voyage de retour de l'Afrique avec son mari. Elle était enceinte, mais il y a une épidémie de choléra et son mari en meurt. Elle reste donc toute seule et descend à Palerme, où elle accouche auprès de sa sœur. Son fils Vittorio sera le troisième acteur de l'art sicilien. Donc il devient un constructeur de meubles pour navires. Le Liberty sicilien est attentif au mouvement européen, mais avec une influence originale. La targa Florio. Voici la plaque Florio. Mais le Liberty sicilien a une influence très fortement arabo-normande. Et en 1898, ils construisent un énorme hôtel où les murs ont des fresques par un artiste qui s'inspire fortement à Musha. Et si vous voyez le plafond, il est clairement... il est typique de Basile, de Ernesto Basile. Allora, torno indietro, scusate.
Allora, i Florio fanno questo grande albergo e vorrebbero. Alors, ils réalisent ce grand hôtel. Ils voudraient instaurer en Sicile un tourisme de riches, un tourisme pour riches, pour aristocrates, pour rois, reines, princesses, etc., pour les nobles, qui, selon eux, devraient être attirés par ce qu'ils réalisent. Donc, ils réalisent des courses automobiles qui s'appellent justement la Targa Florio et qui existe encore d'ailleurs. Et cette plaque que vous voyez ici en bronze a été désignée par Campellotti, dont je vous parlais plus tôt. Ensuite, ils font aussi des courses en bateau. En bateau à moteur autour de l'île. Et le prix est réalisé par René Lalique, qui est aussi le réalisateur de la plaque de cette course. Ça, c'est donc le bâtiment réalisé, le pavillon de Milan réalisé par Ernesto Basile. Et ceci est l'action de la société Ducrot réalisée par Campellotti de nouveau. Donc vous voyez, ces artistes sont fortement liés les uns aux autres. Et donc, ils veulent réaliser un tourisme d'excellence et ils n'arriveront pas à réaliser ce projet parce que malheureusement, après la guerre, il commence à y avoir une décadence de cet environnement. Et donc, par contre, le binôme de Basile et Orgoglio réalise des œuvres qui sont exposées à la Biennale de Milan en 1903, avec les peintures réalisées par Hector, qui est le même réalisateur des fresques de l'hôtel. Basile a continué à travailler pour une brève période, jusqu'à quand, en 1906, il participe à Milan à une exposition internationale de Sempione, avec ces meubles extraordinaires que vous avez déjà vu, et qui est inspiré au char sicilien, en lançant tout un mouvement du meuble rural, du meuble historique, etc. Pour finir et conclure, je vais être obligé de vous demander de conclure. Gagne le prix Florio, c'est justement la Bugatti. Vous savez. Donc, une communication qui visiblement inscrit aussi la réflexion sur les arts décoratifs dans leur ancrage régional et social, puisqu'on voit bien qu'il s'agit d'aristocratie sicilienne, d'analphabètes pour lesquels on crée des écoles et qui montrent, alors c'est bien sûr là le thème de Madame Meynaud et de Madame de Guthrie, de contribuer à montrer, si vous voulez, les ramifications tout à fait extraordinaires, artistes, artisans et industriels, l'éclatement évidemment des différentes fonctions, des différentes figures de l'artiste qui part au champ pour alphabétiser, et donc on peut y entendre parler de l'industriel, Bugatti se définissant comme industriel, mais étant lui-même un producteur d'objets d'art décoratif. Donc maintenant, Madame de Guthrie va prendre donc la suite de cette réflexion à partir encore de cette figure de l'artiste artisan, qui nous intéresse évidemment beaucoup dans le propos et dans le lien qui se crée entre les deux expos. Moi, je continuo parlando degli anni 20 e degli anni 30. Donc, je vais continuer à parler de ce qui se passe après les années 20, les années 30. Donc, en fin de compte, après la guerre, le scénario change et on a de nouveaux acteurs qui vont arriver. Alors, nous avons... Du moins, on n'a plus ce phénomène incroyable de réunion en une seule personne, la figure du producteur ou l'industriel, disons, de l'artisan et du créateur, de l'inventeur, en fin de compte, comme pour Bugatti, mais aussi Quarti, Mazzuccotelli, bref, des artisans, artistes, entrepreneurs. Et donc, du coup, les rapports changent, les rôles se séparent, les artisans
deviennent anonymes en tant qu'exécuteurs par des projets créés par d'autres. Et puis, en fait, les autres ne sont plus vraiment des peintres ou des sculpteurs, ce sont surtout des architectes. Attention, Pontalbini, Pagano, Buzzi, ce sont tous des architectes et de nouveaux protagonistes qui, grâce au métier qu'ils ont appris, peuvent traiter tous les problèmes d'un objet. Un objet artistique dans son ensemble. Ce sont tous des Milanais et Milanais, enfin Milan en tant que capitale économique est le lieu où se concentrent la plupart des industries et aussi bien sûr l'art. Et donc du coup on se sert des architectes pour donner un aspect plus moderne à ces produits. Et puis, on a cette forme clé des entrepreneurs, plus designers, plus artisans, qui sont indispensables. C'est une forme clé pour cette forme artistique. À Murano, personne n'avait pensé d'appliquer cette formule-là. Et en effet, il s'agit d'un jeune avocat milanais qui s'appelle Venini et qui arrive à Murano, arrive dans ses fours et va voir les maîtres verriers et va s'associer ensuite avec un antiquaire qui a un magasin, une boutique près de la place Saint-Marc à Venise. Et donc du coup il commence sa production en 1921, on lui confie la direction artistique, on lui confie donc à Vittorio Zucchin cette direction artistique. Ici, nous avons l'image du catalogue de la Biennale de Venise de 1924 qui nous démontre comment, eh bien, en très peu de temps, eh bien, cet artiste a pu avoir un vif succès à Rome, à Londres, à Milan, à Buenos Aires, et il va vraiment développer ce talent. Et puis là, on a bien sûr le vase veronese de Vittorio Zucchin, donc, et en fin de compte, c'est le symbole, si vous voulez, de cette industrie, parce que cette Venini, en fin de compte, c'est une industrie très spécifique, dans le sens que industrielle d'un point de vue de l'organisation du travail, et puis distribution des produits, tout ce qui concerne ces aspects économiques, et on se base évidemment sur la connaissance artisanale de ces maîtres verriers. Bon, les verres, ce sont bien évidemment des produits, comment dirais-je, ou des objets d'utilisation communs, mais également, surtout, des œuvres d'art de grande qualité, et en fin de compte aussi les porcelaines de Richard Ginori, par Ponti, et puis ce sont, somme toute, des produits qui sont tous, comment dirais-je, exceptionnels, et ils ont un succès incroyable à l'exposition de Paris en 1925. En fait, on a dans le commissaire Margherita Sarfatti, comment dirais-je, une supporter, une fan de ces produits, et en effet, dans ce catalogue publié en français, on pourra voir ceci, voir cet engouement, voir ce goût, ce penchant de sa part. Et nous voyons la nécessité, je vous laisse écouter l'orateur, de la vie usuelle, ainsi que le fait maintenant toute une jeune école. Qu'il nous soit permis pourtant de réclamer les dons d'un peu de beauté, un peu de sourire et de charme pour la vie de tous Quindi ci richiedono molta bellezza e molto charme per la vita quotidiana, dove tutti questi aspetti sono indispensabili. Quindi cette école est donc bien précise. On a les théories du monde moderne qui pénètrent rapidement en Italie avec des nouveaux architectes, une génération nouvelle de jeunes personnes. À la fin des années 20, on peut adhérer en fin de compte à ce rationalisme-là. Donc les rationalistes, somme toute, ont
en faveur de la simplification massive et luttent pour une production industrielle en pensant que c'est la seule possibilité pour réduire les coûts de l'objet en question. Et donc, du coup, on met sur le marché des arts décoratifs à la portée de tous. Les meubles aussi sont les premiers, disons, parmi les produits plus importants qui correspondent à cette idéologie-là, au niveau du rationalisme, et puis en fin de compte le fait de les produire en Italie, c'est important, c'est l'industriel Columbus de Milan, Luigi Colombo, qui fonde la société Columbus, et donc du coup il est titulaire de cette société qui produit des bicyclettes et des guidons de bicyclettes aussi. Breuer Avec Breuer qui avait inventé ce type de meuble en s'inspirant au vélo. Voilà, donc en 1931, Colombo se met d'accord avec la manufacture Bombarf de Zurich, qui produit des meubles avec des structures en tube métallique, donc projetés par Breuer et aussi les Suisses Wernamos. Voilà, ici, donc des exemples. Et comme on voit dans cette pub, on a un modèle qui part du fauteuil jusqu'à toute une série de modèles qui sont en fin de compte très simples et qui sont peu coûteux, en fait. Et puis, ce sont des produits du bureau technique de Columbus, et ils ont un succès justement parce qu'ils ne sont pas chers, donc peu coûteux. Et quand Colombo produit des meubles pour la maison de la mode et pour d'autres sociétés, il se limite à la quantité qui lui avait été demandée, en considérant que ces modèles sont trop élaborés pour être facilement vendus. Dans cette période, dans les premières années des années 30, en fait, le début des années 30, sur des matériaux d'un prix bas, n'est-ce pas? Et puis, donc, on va assimiler la créativité, comme je l'ai dit, entre le designer et l'entrepreneur. Et donc, on a, en fin de compte, dans grâce à ce binôme entrepreneur-designer, on ajoute, comme toujours d'ailleurs, l'artisan qui, en fin de compte, se transforme en un ouvrier, si vous voulez. On crée de nouvelles industries, on a une politique du régime, on a des matériels autarciques comme l'aluminium qui s'extrait du bauxite, et en fin de compte, dans l'Apennin central, on a vraiment beaucoup de gisements, et d'ailleurs, en 1935, l'industrie minéraire de Montecatini en Toscane, qui produit l'aluminium, commissionne à Monsieur Ponti, ceci. Alors désolé, l'orateur dit, j'ai oublié de vous montrer cet ameublement réalisé par Columbus pour Giuseppe Terragni, donc la maison de la mode de Saint-Elia. Donc j'en reviens, ajoute l'orateur, à ce que je disais, en revenant à mes moutons. Donc Montecatini commissionne la réalisation du palais Montecatini à Milan, mais en général, à partir de dès 1930, en fait, la société en question, parce qu'en fin de compte, on a ici des matériaux légers. On a du bronze, on a différentes associations comme l'aluminium et autres qui satisfont les exigences les plus exigeantes. Et donc, du coup, on voit ici, l'anticoradal, c'est vraiment un ensemble qui est très utilisé pour tout ce qui est le bâtiment, par exemple. Une sculpture qui est réalisée par Melotti, en aluminium. Et donc, nous avons aussi d'autres sculptures. Ici, c'est une petite sculpture. Nous avons des images aussi de grandes œuvres en aluminium. En fait, nous avons
des matériaux qui sont inventés par des industriels du papier, en l'occurrence. Monsieur Giacomo Bosso, donc désolé, il y a des soucis avec mes diapos. Donc ici, le palais de Montecatini avec les meubles. Et là encore, on voit tout ce qui concerne comment dirais-je, la construction de cet édifice en aluminium avec ses parties extérieures. Alors, Boxus, ensuite, c'est industriel du papier, comme je le disais, de Turin. Lui, il a inventé, en somme, un produit qu'il appelle Buxus, c'est-à-dire le nom latin de cette plante qui produit des feuilles, sert pour, comment dirais-je, relier différentes pièces des meubles les unes avec les autres. Donc les architectes, Lini Montalcini et Pagano l'emploient en particulier pour redonner, créer de nouveaux modèles. Et en fin de compte, on l'utilise aussi dans des bureaux, dans certains immeubles. Par exemple, à Turin, ici, nous le voyons, dans le bâtiment Gualino. Eh bien, c'est un petit peu ce manifeste du début du rationalisme en Italie, et en tant que tel, très, si je puis dire, publicisé dans les revues spécialisées. Et donc, en fin de compte, on en parle beaucoup. Et donc, cet ameublement, en fin de compte, lance sur le marché un grand succès pour ce produit, donc le Buxus. Voilà. À la fin des années 30, ce sera M. Fortunato De Pero qui, à ce moment-là, est directeur artistique d'une usine de meubles de la ville de Trente, dans le nord, et qui l'utilise pour les meubles et pour créer des meubles. Et en fait, il dessine des décors, comme vous le voyez, de boiseries, des boiseries de différentes couleurs. Enfin, le dernier produit dont je voudrais vous parler, c'est le linoléum qui a été inventé en Angleterre et qui, à la fin des années 1800, par l'industriel du caoutchouc et des pneus, M. Pirelli, a pu importer en Italie et créer cette société Linoleum. Et donc, à la fin des années 30, les rationalistes l'emploient, pas seulement pour des hôpitaux où il était déjà employé, mais également dans l'ameublement domestique pour les carrelages, les revêtements de carrelage et d'autres usages également. Donc en fin de compte, nous avons des feuilles très 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 légères, très fines. C'est un produit économique, lavable et résistant, le linoléum. Et donc du coup, on peut l'utiliser pour, comment dirais-je, revêtir les meubles. Et donc, Franco Olbino, alors qu'il était très jeune, et cette publication, disons, date de... Enfin, sont dans une revue qui s'appelle Bâtiment moderne, construction moderne, en 1932, publie ces deux pages-là avec les différents modèles de meubles créés par ce jeune Franco Albini et qui sont créés et pensés en fin de compte comme le linoléum en tant que revêtement. Donc à l'époque, on est au début de sa carrière et Franco Albini commence à créer et donc en fin de compte, il devient, il est au début de ses créations et on comprend cette figure du designer qui est fondamentale pour le succès et le lancement d'un produit. D'ailleurs, Albini ensuite sera en effet une figure clé du design italien de l'après-guerre. Grazie. Je vous remercie de votre attention.